Et c'est le moment de la semaine que l'on attend tous, le moment où on mélange caféine et politique. Donc, avec nos collaborateurs, on fait le bilan de la semaine et ce qui s'en vient. Vous les connaissez, François Gravel, éditorialiste et responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Bonjour Louis-Philippe, heureux de vous retrouver. Bien, toujours un plaisir qui est partagé, bien entendu. Jacques Poitras également est avec nous, journaliste à la CBC à Fredericton. Bonjour Jacques. Bonjour, bon vendredi. Bon vendredi, chaud et humide à Fredericton aujourd'hui. Oh oui. Oh que oui, et c'est chaud et humide également dans certains, certains aspects de la politique. On commence avec le premier thème. Il y a encore ce bras de fer-là entre les politiciens canadiens puis certains politiciens aux États-Unis. On parle évidemment des tarifs américains, cette guerre commerciale-là qui fait mal à certains États limitrophes, il faut quand même le dire. Et là, on a eu cette semaine la visite notamment de la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, à Boston. Est-ce que ça a valu la peine? Moi, j'ai été voir des journaux américains et j'ai essayé de trouver des mentions de cette visite-là. J'ai pas beaucoup trouvé grand-chose. Jacques, est-ce que vous pensez que ça a valu la peine pour la première ministre là, du Nouveau-Brunswick d'aller aux États-Unis? Est-ce que ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau? Ben, ça vaut toujours la peine d'avoir un dialogue. C'est toujours une bonne idée. Et même si on ne l'a pas trouvé dans les manchettes américaines, même une discussion comme ça qui peut sensibiliser peut-être les adjoints politiques des politiciens américains peut-être faire un petit peu de progrès. Mais ce n'est pas les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre qui doivent être convaincus de l'importance des liens commerciaux avec le Canada. Et même cette réunion-là, où tout le monde est vraiment d'accord sur la question des tarifs, on peut voir quand même des petites différences. Le gouverneur de Maine veut attirer des touristes de l'Atlantique envers son État, essaie de renverser cette tendance qu'on a vue, que les visites sont en chute, vraiment. Mais en même temps, Susan Holt reste convaincue qu'on devrait refuser de visiter les États-Unis et faire le tourisme chez nous cet été. Alors, tu peux voir qu'il y a des priorités qui sont un peu différentes. Mais vraiment, le secteur du tourisme, quand même important, la valeur est beaucoup moins que les grands secteurs d'export comme le bois d'œuvre, énergie. Et sur ces sujets-là, tous les politiciens dans cette région à travers la frontière sont sur la même page. Et même si souvent on parle de, la gouverneure du Maine, elle est républicaine, mais ça la met un petit peu dans le pétrin, ces politiques par Donald Trump. François Gravel, qu'est-ce que vous pensez de cela? Eh bien, on a beaucoup parlé au cours de la dernière semaine de la réunion du G7, en fait, à Kananaskis, là, avec Donald Trump, là, qui a quitté précipitamment les lieux en raison de la guerre entre l'Iran et Israël et plus probablement parce qu'il n'avait pas le goût de passer plus de temps dans cette réunion-là, alors que cette autre rencontre-là, au Nouvelle-Angleterre, n'a pas eu la même visibilité mondiale, mais elle a quand même son importance, je pense, là, cette rencontre-là avec les États de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, auxquels les premiers ministres de l'Atlantique étaient invités. Effectivement, le but n'était pas ici de convaincre ces gouverneurs-là de l'importance des liens avec le Canada. Ils le savent déjà, ils en sont déjà conscients. J'ai quand même aimé le premier ministre Susan Holt qui a un peu mené la ligne dure, là, qui leur a dit, bon, c'est beau, ces paroles-là, là, nous sommes tous ensemble, mais le problème, ce sont les politiques de votre président et vous devez prendre la parole publiquement, vous y opposer, vous dire que c'est cette guerre commerciale que Donald Trump livre au Canada, ça a des conséquences sur vos économies à vous et vous devez cesser de vous cacher, de le dire publiquement, bref, de prendre la parole. Et tant que ça ne sera pas le cas, vous ne pouvez pas vous attendre pendant ce temps-là que les liens Canada-États-Unis soient si forts que les Néo-Brunswickois vont quand même aller passer leurs vacances dans vos régions. Il y a une chute importante du nombre de visiteurs de l'Atlantique jusque aux États-Unis. Ça a un impact et c'est une bonne chose. Ça fait sentir à ces gens-là qu'il y a des conséquences aux actions de leur président. Mais non, je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit sorte de la réunion, une décision qui soit prise point tournant, et ça n'a pas été le cas.
J'ai dit que Janet Mills, gouverneure du Maine, était républicaine. Elle est démocrate, bien entendu. Mes excuses. Mais on voit que ça fait réagir. Puis il y a une drôle de relation. Bon, la Nouvelle-Angleterre, c'est quand même près des intérêts du Nouveau-Brunswick et tout ça. Puis entre le Maine puis le Nouveau-Brunswick, il y a une relation qui se bâtit un peu d'intérêt. Puis tout ça, on est en compétition sur certains points et pas dans d'autres. Donc, ça va être intéressant à suivre. On retourne chez nous. On s'en va à Ottawa, le projet de loi C5 qui vise à accélérer l'approbation de grands projets d'infrastructure jugés d'intérêt national. C'est assez étonnant ce qui se passe. On est en élection fédérale il n'y a pas si longtemps que ça. On est en gouvernement minoritaire libéral et on n'a pas vu souvent de collaboration entre les conservateurs puis les libéraux. Puis là, on s'attend à ce que ce projet de loi-là passe assez facilement avec justement une collaboration entre le yin et le yang, deux partis qui ne s'entendent pas habituellement. C'est assez surprenant tout ça, François. Oui, on se demandait à la suite des élections fédérales qui allait obtenir la balance du pouvoir. Est-ce que ce serait le Bloc québécois? Est-ce que ce serait le NPD? Eh bien, finalement, la réponse semblait être le Parti conservateur du Canada. Faut dire quand même que même si les libéraux sont minoritaires, là, ils vont pouvoir, dans les prochains mois, gouverner un peu comme s'ils étaient majoritaires. Là, parce qu'il n'y a aucun parti qui va vouloir faire tomber le gouvernement seulement 2 mois là, après le scrutin. Le NPD n'a pas de chef. Pierre Poilievre travaille à se faire élire en Alberta. Il va devoir se soumettre à une révision de son leadership au début de l'année prochaine. Alors, ce qu'on va voir dans les prochains mois, ce sont des partis d'opposition qui vont dénoncer le gouvernement libéral, qui vont le critiquer, qui vont dire que plein de ces initiatives sont inacceptables, mais qui ensuite vont l'appuyer un peu chacun leur tour, si on veut, lors des votes de confiance, là, en fonction de leurs intérêts. Alors, dans le cas du projet C5, bien, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner plus de pouvoir au gouvernement pour lui permettre de donner le feu vert plus rapidement à des projets qui sont jugés d'importance nationale. Par exemple, les oléoducs. Donc, les conservateurs ne peuvent pas s'opposer à une telle mesure qui sert d'abord les intérêts de l'Alberta et de son industrie pétrolière. D'autant plus que si dans quelques années où il y a des élections et que les conservateurs prennent le pouvoir, ils seront bien contents d'avoir une loi C5 là, pour s'appuyer dessus. À d'autres occasions, on va voir peut-être le Bloc québécois puis les libéraux quand viendra peut-être le moment de défendre la gestion de l'offre, par exemple, ou sur d'autres enjeux qui touchent le Québec. Alors, on va assister à une petite danse, je pense, dans les prochains mois, là, avec des partis politiques qui vont dénoncer Mark Carney, le gouvernement libéral, mais qui vont quand même trouver des moyens de le maintenir au pouvoir. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière. Jacques Poitras? Peut-être on devrait questionner quand les libéraux et les conservateurs sont d'accord si on a besoin de faire un peu plus d'attention que ce consensus politique qui adopte un projet de loi tellement rapidement, sans beaucoup de débat. On voit déjà des critiques de le projet de loi C5, que ça va trop vite, il n'y a pas assez de consultation, que ça peut mettre à côté des autres lois. La Nation Passamaquoddy au Nouveau-Brunswick dit déjà que Mark Carney devrait retirer cette loi qui ne va pas faire assez d'attention aux questions environnementales. Je me souviens, il y avait un politicien il y a 10 ans qui disait qu'un processus qui était biaisé trop en faveur de la réalisation des projets ne serait pas crédible et provoquerait plus d'opposition. Et son nom était Justin Trudeau. Et plusieurs de ses ministres sont maintenant des membres du gouvernement Carney qui vont voter cette semaine pour adopter ce projet de loi. Comme ça change. Oui, effectivement, c'est bien dit tout ça. Prochain sujet. On parlait justement des revendications autochtones. On va rester là-dedans, mais des revendications très précises sur les terres forestières du Nouveau-Brunswick. C'est la Première Nation Wolastoqey qui est dans ses démarches juridiques depuis quelques années. Puis là, il y a des entreprises forestières du Nouveau-Brunswick qui demandent à être exclues de ces revendications de titres ancestraux débattu devant les tribunaux. Comme plusieurs, Jacques, on essaie de comprendre ça, mais c'est juridique, c'est complexe. On le sait déjà que ça va se dérouler sur de nombreuses années. Quelle analyse vous faites de ces démarches-là? Bien, c'est juste une petite étape, une petite bataille dans cette longue lutte juridique. Et tu as raison, c'est compliqué.
il y a des grandes compagnies forestières qui ont réussi d'être exclues comme défendants dans cette action l'année passée, mais maintenant disent que s'ils ne sont pas inclus pour faire des arguments contre cette revendication du titre, ils devraient pas risquer d'être sujets à une décision. De perdre du territoire, oui. Des coûts. Exactement. Il y a une longue histoire, là. Les terres de la Couronne étaient la propriété d'un entrepreneur de chemin de fer dans les 1800. Le gouvernement lui a donné des terres forestières pour lui encourager de construire un chemin de fer. Éventuellement, cette compagnie-là a été achetée par J.D. Irving. Et c'est passé à Irving sans vraiment un prix juste et sans aucun prix payé au Wolastoqey. Alors, il y a une longue histoire là, qui va être réglée un jour. Le gouvernement Holt a été critiqué par un juge de la Cour d'appel à la retraite qui dit que le gouvernement ne défend pas l'intérêt public de la province dans cette cause et doit être un peu plus actif dans le dossier. Je pense que ça montre qu'on a besoin d'un processus peut-être plus efficace, comme en Colombie-Britannique, où il y a une commission indépendante nommée par le gouvernement qui dirige ces négociations pour des traités, pour des revendications de titres. Parce que quand un gouvernement change de pouvoir après des élections, la position de la province peut changer complètement, comme on a vu l'année passée. Et je pense que ça prend un processus peut-être un peu mieux organisé et plus efficace pour débattre ces sujets-là. Ouais, moins politique également. François Gravel? Oh oui, à 100 j'applaudis la proposition de Jacques. Effectivement, là, c'est devant les tribunaux. C'est complexe. La position de la province change en fonction de qui est au gouvernement. Souvenez-vous, avec Blaine Higgs, la position, c'était d'essayer de faire peur aux électeurs en soutenant que les Autochtones voulaient s'emparer des terres privées des simples citoyens. Mais effectivement, quand on touche aussi les terres de la Couronne, quand on touche les terres néo-brunswickoises, on ne peut pas y échapper. On finit toujours par toucher aux propriétés et aux intérêts des grands industriels et au premier rang, J.D. Irving. Ces entreprises estiment que ces terres-là qui leur appartiennent ou sur lesquelles elles récoltent du bois, elles doivent être exclues des revendications de la Première Nation de Wolastoqey en raison de ce jugement-là qui était rendu précédemment et auquel Jacques a fait référence. Mais sinon, si leurs terres sont vraiment revendiquées, alors elles doivent pouvoir se défendre. Tout ça, ça remonte, oui, au 18e siècle, à l'époque des traités de paix, d'amitié qui avaient été signés avec la couronne britannique. Mais les Premières Nations disent qu'à cette époque-là, elles n'ont jamais cédé leur terre. Je me souviens que Blaine Higgs disait le contraire. Lui, le Nouveau-Brunswick, c'est une terre cédée. Mais bon, ce n'est pas à lui de trancher, ni au gouvernement Holt maintenant, ça sera à la Cour. Mme Holt n'est pas aussi intransigeante dans sa façon de s'exprimer dans ce dossier-là, mais elle doit être consciente des enjeux là, pour le Nouveau-Brunswick, pour les grandes entreprises comme J.D. Irving, pour les Autochtones de Wolastoqey. Ça ne sera pas facile de conclure une entente ou un compromis acceptable pour tous. Et si ça reste devant les tribunaux, bien, ça va prendre des années, peut-être même des décennies. On le voit là, on est sur une petite partie minuscule de tout ce dossier-là. Et il y a beaucoup d'enjeux juridiques là, qui sont discutés. Et on est encore très loin de la ligne d'arrivée. On aura le temps de siroter de nombreux cafés pour se replonger dans ce dossier-là dans les années à venir. Et c'est le temps, justement, de vos cafés. Je ne sais pas s'il va y avoir un café glacé là, d'un Big Stop sur le bord d'une autoroute au Nouveau-Brunswick là-dedans, avec la chaleur qu'on a, François? Oui, j'en ai quelques-uns. Un café écorcé au maire d'Edmundston, Éric Marquis, qui souhaite imposer une taxe anti-poussière à l'usine de Twin Rivers. L'usine Twin Rivers est extrêmement importante pour l'économie de la ville d'Edmundston, mais elle est juste à côté du centre-ville. Elle dégage des odeurs pas toujours agréables et elle provoque de la saleté. Alors, j'ai trouvé intéressant de voir la ville d'Edmundston qui décide d'agir de cette manière. Ce qu'elle dit, entre autres, c'est que les résidents du chemin Canada, on est vraiment très près du centre-ville ici, ont le droit à une qualité de vie semblable à celle des autres quartiers de la ville. Et pour ça, il faut régulièrement nettoyer et la ville estime que ce n'est pas à elle
formel de payer les coûts, mais à l'usine. Il y a eu des discussions, des propositions qui ont été faites. Ça n'a mené à rien. Alors maintenant, on évoque cette idée-là du pollueur qui doit payer pour la situation, au lieu que ce soit des citoyens. Donc, très intéressant. Je ne sais pas si la Ville va se rendre jusqu'au bout de ça, mais bon, j'aime bien ce dossier-là, voir où ça va nous mener. Café corsé au conseil municipal de Baie-des-Hérons. Le maire Normand Pelletier a été suspendu. On refuse de nous dire pourquoi. On refuse de nous dire pour combien de temps. Et on refuse de nous dire s'il est rémunéré pendant la durée de sa suspension. Toutes des informations qui devraient être rendues publiques à mes yeux. Et un autre conseil qui ne m'a pas impressionné en terminant, celui de Rivière-du-Nord. Il y a une dispute là-bas entre le conseil municipal et un couple de résidents de grandance qui s'opposent à un règlement là, qui leur interdit des roulottes de voyage sur leur propriété pour recevoir leur famille. Je n'entrerai pas plus en précision dans le dossier, mais c'est un bras de fer juridique. Donc, parce que les avocats sont mêlés là-dedans, la Ville refuse de commenter. C'est normal, on voit ça souvent, mais elle refuse aussi que quiconque puisse se prononcer sur le sujet. Il y a eu une réunion municipale cette semaine et le maire a mis fin brusquement à la réunion quand les citoyens se sont avancés au micro et ont commencé à émettre des opinions sur le sujet. Le maire a dit non, c'est en cours. Vous n'avez donc pas le droit d'en parler et a mis fin à la discussion. Alors, j'ai trouvé ça assez extrême comme décision. C'est des cafés surprises. Les conseils municipaux ont des cafés, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, nous autres, comme citoyens, mais c'est les citoyens qui payent pour ces cafés-là. Jacques? Peut-être la crème, peut-être le lait. Oui, exactement. Des beaux cafés, Jacques? Café sucré pour le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, qui a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Le Bureau indépendant du Parlement dit que le déficit fédéral serait 4,3 milliards de moins. Alors, des bonnes nouvelles budgétaires pour le nouveau gouvernement. On achète des Timbits avec ça. Oui, pas mal. Et un café corsé pour le conseil municipal de Grand-Sault qui doit régler cette controverse avec un centre de données très bruyant aux voisins. Mais cette centre de données est très intéressant parce que c'est aussi un mine de crypto qui était le sujet d'un projet de loi provincial où la province a dit que Énergie Nouveau-Brunswick n'est pas obligée de fournir l'électricité à des centres de données comme ça. Les deux qui existent à Grand-Sault maintenant consomment l'équivalent de 2 mois de génération de la centrale de Belledune. C'est un grand enjeu encore pour l'Énergie Nouveau-Brunswick. Et un autre défi, ces centres de données-là qui commencent à apparaître et un autre sujet pour le débat sur l'avenir du Société de la Couronne. Ben voilà, merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous parler comme ça les vendredis. Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton, François Gravel de l'Acadie Nouvelle. Je souhaite une belle fin de semaine puis de nombreux cafés comme ça. Merci beaucoup. Et merci, à la prochaine.